L'avantage quantique, qu'on appelait auparavant la suprématie quantique, c'est deux choses. C'est tout d'abord avoir un ordinateur quantique et un problème à résoudre. Et donc l'ordinateur quantique sait résoudre ce problème, alors qu'aucun ordinateur classique ne peut le faire en temps raisonnable. Alors c'est une définition un petit peu floue, c'est assez clair de savoir ce que veut dire l'ordinateur quantique sait résoudre un problème, c'est-à-dire qu'il sait renvoyer la bonne réponse en quelques heures ou quelques jours. Par contre, prouver qu'aucun ordinateur classique peut faire la même chose en un temps aussi raisonnable, c'est un petit peu plus délicat parce que peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la bonne technique ou le bon algorithme sur un ordinateur classique. En tout cas, certaines compagnies affirment déjà avoir atteint cet avantage quantique, le consensus général étant que cet avantage quantique devrait être atteint d'ici la fin de la décennie 2020. Maintenant, le terme avantage quantique est préféré au terme suprématie quantique, qui était un petit peu vindicatif. Le consensus étant qu'à moyen terme, les ordinateurs quantiques et les ordinateurs classiques vont se partager le travail. Par exemple, les tâches ordinaires seront affectées aux ordinateurs classiques et quand il y aura des calculs très compliqués, ils délégueront ces tâches compliquées à des ordinateurs quantiques. Illustrons cette notion d'avantage quantique avec l'exemple de la factorisation qui a motivé tout ce cours. Donc on nous donne un entier n et on va supposer ici que c'est le produit de deux nombres premiers p et q et donc il s'agit de retrouver les facteurs p et q. Qu'est-ce qu'on sait faire sur un ordinateur classique? Sur un ordinateur classique, on sait factoriser des entiers jusqu'à 250 chiffres. Alors comme les nombres, l'entier n il est codé en écriture binaire, sa longueur en fait on préfère parler de 800 bits. D'accord? Donc on sait factoriser des entiers jusqu'à environ 800 bits. Pour faire cela, on utilise plusieurs dizaines d'ordinateurs qui font des calculs en parallèle et c'est des calculs qui prennent quand même plusieurs semaines. La sécurité du protocole RSA à l'heure actuelle est basée sur des entiers à 2048 bits. Donc ça veut dire que l'entier n, ici à factoriser, il a 600 chiffres. Et comme la complexité des algorithmes de factorisation actuels est exponentielle, vous voyez bien que de 800 à 2048 bits, il y a déjà un grand saut. Mais en plus, la complexité est exponentielle, donc il n'y a absolument aucune chance qu'on sache à l'heure actuelle factoriser des entiers comme ça à 600 chiffres. Et ça n'arrivera pas avant plusieurs années. Passons aux ordinateurs quantiques. Début de la décennie 2020, on est à 50 qubits, d'accord? Donc des ordinateurs qui sont réalisés actuellement jusqu'à 50 qubits. Ça permet de factoriser des entiers jusqu'à 5 chiffres, d'accord? Avec l'algorithme de Shor. Donc ça fait des entiers à 14 bits, donc c'est pas impressionnant. Ça évidemment, ça ne remplace pas de façon efficace les ordinateurs classiques, loin de là. Pour pouvoir factoriser des entiers du type protocole RSA, donc à 2048 bits, il faudrait construire un ordinateur quantique avec 20 millions de qubits. Donc on en est loin, mais on estime que ça pourra être atteint d'ici 2030 ou 2040. Et donc à ce moment-là, quand on disposera d'un tel ordinateur, il faudra avec l'algorithme de Shor en quelques heures pour factoriser des entiers à 2048 bits. Un ordinateur quantique, c'est fondamentalement différent d'un ordinateur classique. Cependant, si on crée un circuit simple sur un ordinateur quantique, eh bien, il y a un théorème qui va nous dire qu'on peut le réaliser efficacement sur un ordinateur classique. Ce théorème, c'est le théorème de Gottman-Knil, qui dit la chose suivante. Donc, on prend un circuit quantique composé uniquement des portes suivantes, des portes H de Hadamard, des portes C0, des portes de Pauli X, Y, Z et des portes de phase pi sur 4, porte S. Comme d'habitude, notre circuit doit être initialisé par des quêtes 0 et terminé par des mesures. Alors un tel circuit peut être simulé efficacement sur un ordinateur classique. Qu'est-ce que ça veut dire efficacement? Ça veut dire en temps polynomial par rapport au nombre de portes qu'on va avoir ici. Donc ça veut dire que pour les circuits simples, on peut remplacer un ordinateur quantique par un ordinateur classique.
Alors attention, ce n'est pas le cas pour n'importe quel circuit quantique. Ne sont pas présentes dans les portes de ce théorème, par exemple la porte de Toffoli, qui est quand même une porte très importante, la porte racine carrée de C0, par exemple, ou la porte de phase pi sur 8, qui est la porte T. Et donc, je vous encourage à vérifier les algorithmes qu'on a déjà vus et à voir lesquels ne comportaient que ce type de porte. Par exemple, le codage super dense fait partie de ce théorème. La différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique ne se fait pas seulement au niveau de la vitesse de calcul, mais aussi des problèmes de mémoire. Imaginons un ordinateur quantique avec 50 qubits. Combien il y a d'états quantiques de base? Il y en a 2 puissance 50, ce qui fait 10 puissance 15. Et ça pose des problèmes de stockage sur un ordinateur classique. Donc on va voir comment on peut simuler des algorithmes quantiques sur des ordinateurs classiques, non pas en allant plus vite, mais en utilisant des arbres de calcul qui permettent de limiter les problèmes de mémoire. Donc on va ici dessiner des arbres de calcul et donc on peut imaginer qu'un ordinateur classique parcourt cet arbre branche par branche, d'accord, et chaque branche demande assez peu de mémoire à utiliser. Je vais vous expliquer la construction des arbres de calcul uniquement sur des exemples. L'exemple fondamental à comprendre, c'est le passage d'une porte de Hadamard. Donc on a ici un petit circuit qui est initialisé par quête 0, on passe une porte H et on obtient quête 0 plus quête 1. Et dans tous les exemples qui sont ici, je vais oublier les coefficients racine de 2. Et donc voici l'arbre de calcul correspondant. On initialise l'état avec quête 0 et puis regardez ici quête 0 plus quête 1, le résultat, il se mesure soit en 0, soit en 1. Et donc on va faire bifurquer notre arbre. D'accord, avec les deux possibilités, soit la mesure 0, soit la mesure 1. D'accord, et donc notre arbre, c'est tout simplement ce petit arbre. Et donc à chaque fois qu'on va avoir une porte H, on va faire une bifurcation dans notre arbre de calcul. Alors voyons un exemple un petit peu plus compliqué. Second exemple ici, une porte de Hadamard suivie d'une porte C0 pour arriver à un état final, quête 0,1 plus quête 1,0. Alors pour nous, on démarre notre arbre de calcul avec quête 0, quête 1, donc ici on écrit 0, 1. On passe une porte de Hadamard sur la première ligne, d'accord? Donc on va faire une bifurcation de notre arbre. Et par contre, c'est le premier qubit qui passe cette porte de Hadamard. Et donc le premier qubit, quête 0, il va se mesurer après la porte de Hadamard, soit en 0, soit en 1. Et donc, on a ici les deux possibilités pour le premier qubit. Par contre, le second qubit qui est 1, lui, il reste 1, il n'est pas affecté par cette porte de Hadamard. Ensuite, on passe une porte C0. Donc, pour la première branche, le premier qubit est 0, et donc on ne touche pas au second qubit. Donc, 0,1 devient 0,1. Par contre, ici, on a 1,1. Donc, le premier qubit est 1, donc on change le second. Donc, 1,1 devient 1,0. Et donc maintenant, on a fait les calculs branche par branche, on peut tout faire branche par branche, et pour obtenir le résultat, on fait la somme du résultat de toutes les branches, et donc le résultat final, c'est quête 0,1 plus quête 1,0, et c'est bien ce qu'on avait ici. Et donc maintenant, on peut compliquer le circuit, donc regardez, on repart du même circuit, mais on a rajouté une porte de Hadamard et une porte X. Donc évidemment, l'arbre de calcul, il commence pareil. Et ensuite, vous voyez qu'ici, on a une porte de Hadamard. Donc, on va passer une porte de Hadamard sur le second qubit. Donc ici, le second qubit est 1. Il se transforme par une porte de Hadamard en quête 0 moins quête 1. Et donc, vous avez ici les deux possibilités, 0 et moins 1. D'accord? Ça n'affecte pas le premier qubit, c'est que le second qubit qui est transformé, donc avec une bifurcation parce qu'on a passé une porte de Hadamard. Et même chose ici, une bifurcation sur ce qui était notre seconde branche, d'accord? Donc on a maintenant 4 branches, où c'est encore une fois le second qubit qui était ici quête 0, qui devient quête 0 plus quête 1, et donc les deux possibilités 0 et 1. Et ensuite on passe une porte X sur la première ligne qui change 0 en 1 et les 1 en 0. Et donc on obtient ici 4 résultats sur les 4 branches finales.
Et je vous laisse vérifier que le qubit de sortie, c'est en fait ket 1, 0 moins ket 1, 1 plus ket 0, 0 moins plus ket 0, 1.